Ce matin, j'aimerais bien, dans cet atelier, vous exposer aux stratégies que nous poursuivons pour avoir une implémentation, une expansion rapide de nouvelles technologies. C'est-à-dire que pour moi, c'est le plus important, c'est vitesse. Speed and scale, vitesse et échelle. Parce que la seule manière de réussir à changer le modèle d'affaires, c'est qu'on ait quand même des entreprises qui l'adoptent et que le marché l'adopte. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous prendre deux cas ce matin. Un, le cas de papier-pierre où je crois que nous avons déjà réussi à nous imposer sur le marché, pas en Europe, mais ailleurs. Et deux, je suis en train de le faire pour le LiFi et je vous soumets les propos et peut-être vous avez un intérêt de vous rejoindre à cette initiative-là. Ça va? Alors, l'autre atelier, après, sera sur mes fables. Comment est-ce qu'on inspire les enfants de devenir entrepreneurs? Une jeunesse innovante. Une jeunesse qui va rompre avec la logique des parents. Pas pour en faire de Che Guevara, hein, c'est en termes d'entreprise, en termes d'entrepreneurs. Ça va? Alors, vous allez bien? Ouais. Vous avez besoin d'un café? Ça va. Papier-pierre. Alors, imaginez-vous que je crois comme tout le monde dans cette salle, on fait son mieux pour recycler le papier. Ah. En plus, quand moi j'avais mon entreprise La Détergence, je développais une détergent spéciale pour laver le papier de l'encre. Parce que quand même, il faut enlever l'encre du cellulose afin qu'on puisse le recycler. Alors, grâce à cette expérience, je me suis mis dans toute cette chaîne de la production du papier et je vous avoue que je me sentais toujours mal. Parce que la consommation d'eau pour une feuille A4 est de 14 litres. Et quand vous le recyclez, c'est encore 21 litres de plus. C'est-à-dire, vous recyclez 4 fois, vous avez gaspillé 100 litres pour une feuille. Vous savez que ça tape, hein? On dit quand même, alors qu'est-ce qu'on va faire? Consommer moins? Ben non, consommer moins, c'est passer de 100 litres à 80 litres, de 80 litres à 60 litres, de 60 litres à 40 litres par feuille, c'est encore trop. Et c'est là où, dans nos innovations, nous imposons toujours des ruptures, et je vais le dire comme c'est écrit dans mon livre, on substitue quelque chose avec rien. Substitute something with nothing. Comment est-ce qu'on fait? Ah bien entendu, le substitut, c'est de ne plus avoir d'eau. C'est-à-dire, je ne vais pas faire autre chose, je ne vais pas faire avec un produit chimique j'en aurais besoin que 5 kilos, 5 litres au lieu de 100 litres d'eau. Non, non, on n'utilise plus de liquide. Vous savez, quand vous imposez aux scientifiques une logique de rupture, c'est assez bizarre qu'en général, ils trouvent des solutions. Si vous leur dites, trouvons les manières pour réduire consommation d'eau, avec le recyclage, repompage, etc., avec 80%, ils vont le trouver. Et si vous dites, mais pour moi, c'est quand même bizarre qu'on ne demande jamais et zéro. Comme j'ai fait avec les tomates, on est encore allé au-delà. Je dis tomates qui produisent de l'eau. Vous ne connaissez pas ce cas-là. Vous savez, aujourd'hui, on fait des tomates en Australie. Je pars ce soir pour l'Australie. On a une grande ferme de tomates. Et pour chaque kilo de tomates, on produit 25 litres d'eau. Quand les ingénieurs, agronomes, experts tomates sont à l'écoute, ils disent que c'est un farfelu. Ça n'existe pas. Ah oui, mais on est à 17 000 tonnes. Hein. On fait déjà 17 000 tonnes de tomates. Ça veut dire 17 000 tonnes multiplié par 25, c'est beaucoup d'eau. Hein. Alors on change les paradigmes. Alors c'est ça ce qui s'est arrivé avec le papier. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails comment ça s'est passé, mais c'est une équipe chinoise qui a accepté le relevé, le défi.
Et pourquoi les Chinois? Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Alors le marché mondial du papier est de 400 millions de tonnes. En Europe, ça tasse. La France, c'est la chute. Aux États-Unis, chute libre. Chine, en hausse. La Chine est déjà le plus grand consommateur de papier du monde, 100 millions de tonnes. Alors, comme j'ai mes travaux en Chine depuis 80, et les Chinois publient tous mes fables, quand même, vous savez que ce sont beaucoup de livres, beaucoup de fables, on est en train de parler, et je leur dis, mais quand même, je connais une technologie qui nous permet de produire du papier sans eau. Alors là, les Chinois sont les plus pragmatiques du monde. Où vous faites ça? Ils ne me demandent pas comment vous faites. Où vous faites ça? Ah, je le fais à Taïwan. Il n'y a pas de problème. 3 semaines après, ils sont à Taïwan, ils l'ont vu, ils ont décidé de le faire. Alors pour moi, c'est toujours très important d'avoir un partenaire qui a évidemment un problème d'eau. La Chine a des problèmes d'eau, d'air et pas mal d'autres. Mais à la fin de la journée, la Chine n'a plus d'eau. Alors, dans nos pourparlers stratégiques avec le gouvernement chinois, j'avais très bien compris que les Chinois veulent se débarrasser papier et du coton. Les 2 plus grands consommateurs d'eau en Chine industrielle, c'est coton et papier. Nous avons lancé, ils ont vu la petite usine test à Taïwan de 18 000 tonnes. Et c'est très important d'immédiatement pouvoir passer à une échelle de 240 000 tonnes. Ça n'est possible que si vous avez des clients. Alors notre recherche est toujours, le gouvernement est au courant, on atteint des objectifs clairs du gouvernement, réduire consommation d'eau, ce qui, entre parenthèses, implique une réduction de consommation d'électricité à 67%. Hein. On réduit la consommation pour production papier d'énergie avec 67%. Alors là, tout d'un coup, pour les Chinois, pour 100 millions de tonnes, ce sont des impacts nationaux énormes. Alors la première usine est faite, mais nous fédérons des intérêts différents. C'est évident que le secteur du cellulose résiste. C'est évidence même. Les papeteries, dans quoi est-ce qu'ils ont investi? Dans des forêts. Alors tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Si on utilise les déchets, la poussière des mines et on remplace cellulose, quelle est la valeur de votre investissement dans vos forêts? En baisse. Et c'est pour ça qu'ils résistent. Mais qui est vraiment le plus intéressé? Bien entendu, les mines. Parce que tout d'un coup, on est capable de nettoyer. Quel est le plus grand coût des mines? Et l'incertitude des mines, c'est la clôture de la mine. Toujours, il faut faire un discount dans la cotisation en bourse à propos de la clôture de la mine, parce qu'on ne sait pas très bien comment ça va coûter. Et tout d'un coup, nous sommes capables de l'enlever. Ça veut dire en bourse, ils vont à la hausse. Et c'est cette analyse-là qui me permet de fédérer les intérêts. Et tout d'un coup, les premiers 300 millions qui furent investis dans les projets, en Chine, à Shenyang, les 2 projets ont été investis par des entreprises minières. Pourquoi? Parce que dans leur bilan, c'était assez facile de s'imaginer qu'avec cet investissement, qu'on réduit 1, risque, 2, hausse cotisation en bourse, 3, on élimine les provisions qu'on a dû faire sur le bilan pour la clôture. Alors à la fin de la journée, l'investissement ne fut fait qu'avec un arrangement financier à l'intérieur de la boîte. Hein. Il y avait des pourparlers, des échanges avec les analystes de la bourse pour dire, bon voilà, c'est ce qui s'y va passer. Et alors tout d'un coup, une mine chinoise qui était vente, maintenant est achat.
Vous savez, c'est ça ce qu'on gère. Et c'est quelque chose qu'on peut décider en petit comité. Et bien entendu, ça aide quand le gouvernement chinois, le ministère de l'Industrie et de l'Énergie, fasse un petit coup de téléphone pour dire aux dirigeants de la mine, nous apprécions beaucoup si vous considériez cette proposition. En Chine, on dit merci. En Europe, on dit, bah zut, ce politicien, qu'est-ce qu'il veut? Alors là, on est parti. Alors à Shenyang, je vous invite, si vous voulez voir une grande usine papier-pierre, je vous invite en Chine et allons voir. Charles, tu étais, tu l'as vu. C'est-à-dire qu'il faut voir un papier qui se fabrique sans eau, sans cellulose et qui est recyclable pour toujours. Alors intervient deuxième volet du montage financier pour avoir quand même pas une réussite, pour avoir un premier projet, pour pouvoir passer de 18 000 tonnes à 240 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 1 million de tonnes. Le but, 2026-2028, c'est 25 millions de tonnes. Vous savez, c'est une industrialisation rapide. Mais pourquoi on est capable de le planifier? Parce que tout d'un coup, quand on se rend compte que le recyclage est pour toujours, et je ne suis pas obligé de déancrer. Il y a quelqu'un dans la papeterie ici, dans les imprimeries. Vous savez qu'on n'est plus obligé d'enlever l'encre, parce que comme le papier est minéral, les minéraux n'absorbent pas l'encre, on a besoin de moins d'encre. Ça veut dire que c'est une petite couche qu'on a, et quand on fait le recyclage, on peut facilement mêler l'encre pour une quinzaine tournées de recyclage. Vous savez ce que ça veut dire en termes de coût? C'est fou. On change complètement le jeu. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on boucle vraiment le cycle. C'est un cas d'économie circulaire parfaite, c'est-à-dire que celui qui achète le papier-pierre, business to business, B2B, dans l'achat, c'est inclus le retour du papier. Alors le cas le plus grand que nous avons aujourd'hui en Chine, c'est les cahiers scolaires. Vous imaginez, 725 000 écoles, cahiers scolaires, ce sont 3 usines. Hein. Alors 3 usines, mais quel est le modèle d'affaires intéressant? Le modèle d'affaires intéressant, c'est qu'on dit, mais voilà, le prix par cahier est 3 € par cahier, mais si après 3 ans, vous nous rendez les cahiers de toutes les écoles, c'est un business to business assez simple, parce qu'avec les écoles, il y a un certain contrôle. On vous donne, la première fois, 20% de réduction, deuxième fois, 30% de réduction, troisième fois, 40% de réduction, et on passe à 50% de réduction. Vous savez, le client est là pour toujours. Hein. Alors, c'est-à-dire que les clients reçoivent sur un planning de 10 ans, en Chine, ce sont des cycles de 2 ans à 3 ans pour les livres, pour les cahiers scolaires. Vous savez que vous êtes dans ce rythme-là, c'est l'expansion totale. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un autre grand projet, et chaque fois, c'est pour ouvrir des usines. On ne peut pas faire business to customer. On ne peut pas faire. B2C, c'est difficile, parce qu'on ne sait pas fermer le cycle. C'est pour ça qu'on a fait. On est en train de faire un grand projet pour tout ce qui est emballage des fruits. Aujourd'hui, c'est le carton. Soit encore du bois. Et tout avec papier-pierre. C'est-à-dire le carton corrugué, on dit ça? Corrugated cardboard. Ondulé, voilà, merci. Alors là, on le remplace, on est en train de faire des tests. Et notre point de recherche aujourd'hui, c'est la colle, c'est le... Comment coller, ouais. Alors là, on n'a pas encore trouvé la bonne, mais nous sommes bien avancés avec du cassava. Parce que ça doit être naturel. Il faut qu'on puisse le refaire. Si c'est formaldéhyde, on ne peut plus. On ne peut plus recycler avec formaldéhyde. Une des raisons pour lesquelles on ne peut pas utiliser le formaldéhyde, ce n'est pas parce que c'est un produit toxique. Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas recycler.
Et pour nous, c'est toujours dans cet esprit-là, mais vous savez que seulement pour les bananes, on parle de 5-6 usines. Hein. Seulement pour les bananes. Et c'est comme ça que nous rassurons qu'il y a une certaine vitesse dans l'adaptation. Et bien entendu, comme l'Europe dit non, pour protéger l'industrie traditionnelle papier, on dit on ne fait rien en Europe. On ne veut pas se lutter. Je ne vais pas me permettre de gaspiller d'énergie pour convaincre des gens. Et c'est la raison pour laquelle on développe ces îlots de développement dans des endroits où les innovations sont beaucoup appréciées et il y a le business to business qui nous permet de passer, quand même si vous êtes des industriels, de passer à 18 000 tonnes à 1 million de tonnes en 4 ans, c'est pas évident hein, avec 4 implantations. Mais c'est ce qu'on fait. Alors, passons au LiFi. C'est une stratégie tout à fait différente. À la fin de la journée, ce LiFi, tout le monde se rappelle ce que c'est le LiFi. Hein? Internet par lumière. Alors, je regarde ici, j'étais en train de faire la réflexion, je dis, bon voilà, ici sera le hall des gamers. Alors ici, je vous assure, hein, je fais le redessin de cet endroit et je vous assure que j'y mettrai sans problème 250 gamers. Parce que d'ici, j'aurai la possibilité d'offrir la meilleure connexion qu'un gamer n'a jamais vue dans sa vie. Il va gagner. Hein. Vous savez qu'avec gaming en 3D, on a besoin. Alors avec toutes ces lumières, on pourrait l'adapter. Alors quelle est notre stratégie? Notre stratégie, on vient de signer le premier accord à Quimper. Qui est de Quimper? Qui est breton? Ah oui, des bretons quand même. Hein. Alors, on a fait le premier accord à Quimper avec Chambre de commerce et d'industrie de Quimper. Et on a fait l'accord afin que Chambre de commerce, avec les entrepreneurs de la région, font immédiatement une implantation du LiFi en 5-6 sites. Alors, notre philosophie est toujours jamais fait un endroit pour faire un test. Non, 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 non. Faire 6 en parallèle. Il faut toujours le parallélisme. Jamais un projet, toujours. Alors, bien entendu, quel est le point le plus important dans tout cela? Comme c'était le cas avec le papier pierre, où est l'argent? Qui paye? Alors, toujours, je dis, ne vous préoccupez pas. Tout le monde doit être libre de s'imaginer ces projets-là, sans devoir se préoccuper du fric. Alors, tout le monde est libre, alors la créativité, paf! Si vous n'avez pas de vous préoccuper des budgets. Pourquoi est-ce qu'on ne préoccupe pas de budget? C'est évident, parce que quand vous avez fait le calcul, comme c'était le cas avec le papier c'est plus d'eau, moins d'électricité, recyclable pour toujours, le prix en baisse. Alors là, vous avez une proposition d'affaires qui quand même sans difficulté pour réussir. C'est la même chose qu'on fait avec le LiFi. C'est-à-dire que, vous réduisez l'énergie entre 50 et 80%, et on fait des accords avec des banquiers afin que les banquiers financent la transition. C'est-à-dire les institutions continuent à payer la même facture électricité, et pour la même facture, bon voilà, avec la différence en énergie, on finance la transformation. Et vous savez que c'est un système qu'on connaît, qui fonctionne, qui a été fait, qui a été calculé, et c'est pour ça que nous fédérons les différents intérêts pour nous rassurer que ça avance. Mais vous savez que si vous allez dans une ville et vous dites vous ne vous préoccupez pas du budget, alors là, tout le monde, on pense que c'est quoi? Et c'est pour ça que notre intérêt, c'est toujours en parallèle plusieurs projets. Comme on fait en Chine, c'est 4 usines en 4 ans. C'est-à-dire que vraiment, c'est en parallèle plusieurs projets avec différents types de papier qu'on utilise pour différents sujets. Alors maintenant, c'est la même chose pour le LiFi. Différentes applications avec différents partenaires. Parce qu'il faut vraiment prendre le marché. Vous connaissez le jeu Go? Le Go, le Mahjong? Alors, c'est ça ce que je joue. On prend d'espace. C'est comme
l'huile sur verre. Alors, on prend place. Et bien entendu, c'est là où toujours pour nous, il doit avoir un intérêt du bien commun. L'intérêt du bien commun avec le papier pierre, c'est qu'on enlève la poussière. Après, on n'en parle même pas. On fait quelque chose pour le bien commun. Ça fait partie de l'affaire. On fait quelque chose avec le bien commun parce que vous savez tous et toutes que si nous pourrions éliminer l'intensité d'ondes radio avec l'électromagnétisme, vous dormez mieux. Alors, pour moi, c'est important de bien dormir. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts, mais en plus, on a un Internet qui est 5, 10, 50 fois plus vite que l'Internet que vous avez aujourd'hui. Vous savez qu'on peut descendre 23 vidéos en une seconde. Hein. Ah, vous savez que Netflix nous adore. Alors, Netflix pense que nous sommes les meilleurs qui sont arrivés. Alors, Netflix, immédiatement, se convertit en un client, un promoteur. Alors, je commence à fédérer les intérêts, et je ne sais pas si vous êtes branché sur Netflix, mais quand même, c'est embêtant que vous avez la petite chose qui tourne. Alors là, votre connexion Internet, c'est pas la meilleure. Et vous dites le Li-Fi, le Li-Fi, vous avez une connexion parfaite. C'est-à-dire que plusieurs projets en parallèle avec plusieurs partenaires qui ne sont pas les partenaires qui sont l'évidence même le premier jour. Bien entendu, on n'a pas comme partenaire Orange. Ah bon? Parce que c'est la question du big data. Mais alors avec l'accord de la ville de Quimper, c'est pas l'accord, c'est avec Chambre de commerce et d'industrie de la Bretagne en démarrant à Quimper, ce sont les ports de la Bretagne, c'est l'aéroport, ce sont les crèches, c'est la préfecture, c'est la mairie, c'est la chambre de commerce même, c'est l'hôpital, c'est les centres, les cliniques, etc. On commence là où en effet, épargner 80% d'énergie est assez vite parce qu'ils n'ont jamais investi dans le LED. Vous, entrepreneurs conscients, vous avez investi dans les LED. Mais les services publics, en général, c'est lent. Et c'est quand même, ce qui est intéressant, c'est d'avoir 5, 8, 10, 15, et dans tous nos projets, on souhaite avoir cet effet social, c'est-à-dire de sortir des gens qui sont un peu enfermés dans leur petite maison, sur Internet. C'est pour ça qu'on fait partout des centres des gamers. Centres des gamers, ils sortent de leur maison parce que pour une connexion qui est 50 fois plus vite, ils sortent leur petite ils sortent. Hein. Alors là, c'est quand même intéressant si vous avez un enfant qui est un peu enfermé dans sa chambre pour jouer. Alors voilà, ici j'ai un Internet qui est beaucoup plus vite. C'est fédérer les différents intérêts. Et c'est ça ce qui est intéressant. Alors, comme on l'a fait en Chine avec le papier pierre, nous sommes aujourd'hui dans 4 régions chinoises et on commence à vraiment prendre place dans le pays. On ne sort pas immédiatement à une échelle internationale, on reste dans le pays. Parce que c'est là qu'on peut prendre le marché, une fois qu'on est parti. C'est pour ça que je cherche 100 villes en France. J'ai Quimper, alors qui me donne une autre? Lille, merci. Mais vous voyez, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois, imaginez-vous que ce sont 100 villes françaises, vous avez immédiatement 1000 villes européennes. Parce que si la France le fait avec un leadership et on constate que le financement est fait et les banques jouent avec, et c'est quand même les accords de Paris que nous sommes en train de réaliser. N'oublions pas, on réalise les accords de Paris en épargnant 80%. Alors nous sommes partis. Mais dans le modèle d'affaires, je n'en ai pas parlé hier. Oui, il y a tout le débat du big data où je n'entre pas aujourd'hui. Mais il y a à côté la valorisation des réseaux de l'illumination publique, la lumière publique. Aujourd'hui, partout, dans toutes les villes, c'est coupé. Ah voilà, merci. Aujourd'hui, dans toutes les villes, c'est un coût. Ça coûte de l'argent.
EDF qui le gère croit que ça ne vaut pas grand-chose parce que ce sont des accords avec les villes pour le gérer où il y a une marge bénéficiaire extrêmement mince. Qu'est-ce que nous en fait? J'ai mis la photo hier. C'est que toute cette infrastructure de lumière publique devient le backbone, la colonne vertébrale de l'Internet. Nous faisons la concurrence contre les satellites. Vous savez ce que ça veut dire en termes du budget national? C'est pour ça que M. Jean-Yves Le Drian s'y est intéressé. Parce que pour lui, comme ministre des Défenses, il a bien compris. Les satellites, on peut les hacker. Ce réseau de lumière, c'est chez les Français, sous la gestion des Français. Alors il y a une sécurité nationale qui joue. Et quand même, quel est le coût aujourd'hui de mettre des satellites en orbite? Alors, ce sont des milliards qu'il faut mettre. Alors l'Europe n'a jamais réussi à mettre l'argent sur la table pour faire ce grand réseau Galileo. Et maintenant, nous sommes là pour dire qu'on n'en a pas besoin. Mais quel est le résultat pour ce réseau de l'illumination publique? Que ça vaut d'argent. Tout d'un coup, les villes se rencontrent avec des réseaux qui étaient des coûts pour lesquels on avait besoin d'argent des citoyens, des taxes, pour lesquels on a contracté EDF et des autres. Et aujourd'hui, tout d'un coup, ça devient un atout avec une valeur. Et c'est ça ce qui nous permet de faire des accords pour faire avancer, parce que tout le monde peut faire le calcul. Au plus vite que vous transformeriez votre réseau d'illumination publique dans ce réseau d'Internet, au plus vite que vous avez une meilleure valorisation pour vos atouts. C'est financier. C'est comme on l'a fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille. C'est le montage de modèles d'affaires, de fédérer plusieurs intérêts, d'avoir des projets en parallèle. Et c'est si différent que normalement des chefs d'entreprise font. On fait un projet pilote, on le contrôle. Mais non. J'ai 2 cas. J'ai encore 200 autres. Mais la réunion termine et il faut quand même parler avec vous, le dialogue. Merci. Merci. Alors, vous allez le voir dans le jeu des questions-réponses, parce que Gunther est précis également dans les réponses qu'il apporte. Il y a énormément de choses également à apprendre en dialoguant directement avec lui. C'est ce qu'on vous propose maintenant. Donc, 2 micros. Pascal, Jacques. Simplement, levez la main quand vous souhaitez poser une question. Vous vous levez, vous vous présentez, puis voilà, on vous écoute. Ah, j'ai cru, pardon. Donc, première question devant moi à gauche. À droite. Bonjour, Michel Albrieux, Mont-Blanc. J'ai la chance d'avoir participé à 3 conférences de votre part. La première mardi à Passy, dans le pays du Mont-Blanc. Donc j'ai compris que votre vrai savoir-faire, et vous l'avez expliqué aujourd'hui, c'est dans trouver le business model, je dirais, des projets qu'on vous propose. Vous montrez les photos de Che Guevara. Moi, je pense plutôt, quand vous faites ce que vous venez de faire, à un prophète, donc à faire des émules. Comme vous êtes entrepreneur, et un certain nombre d'entre nous, même tous, sommes entrepreneurs, quel est votre propre business model? Mon propre business model est très simple. Je suis heureusement indépendant de tous les revenus. Mes seuls revenus sont mes ventes de mes livres. Et j'ai vendu beaucoup de livres. Mon dernier livre, Économie bleue, est sur 1,4 million d'exemplaires. Et mes fables, bon, compte même plus. Mais vous savez que j'avais un rêve un jour. J'étais chez Nestlé. Vous connaissez Nestlé, non? AVV, invité par le conseil d'administration. Le président, M. Helmut Maucher, est très intéressé. On s'est vu à Davos. Il dit, mais quand même, vos propositions sont intéressantes. Vos propositions sont très intéressantes. Venez parler à la direction.
Alors voilà, je parle à la direction, je propose de faire pousser des champignons sur le marc café parce qu'ils ont 3 millions de tonnes de marc café et ça quand même ça représente 600 000 emplois, hein, vous savez, seulement café, marc café, le Nestlé avec le marc café. Ah bon voilà, et à la fin de la journée, bien entendu, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne sont pas dans le négoce des champignons, Monsieur Poli, vous comprenez. Et en plus aujourd'hui, d'engager 600 000 personnes supplémentaires, non, c'est slimming down, hein. Ça veut dire qu'il faut enlever le personnel. Alors là, mais alors là, il y a un message qui m'ont fait comprendre quand moi je disais mais c'est quand même une bonne initiative. Ils ont dit mais voilà, vous savez Monsieur Poli, vous avez de bonnes idées, mais nous touchons chaque jour 500 millions d'enfants. Je me suis dit ce jour-là, un jour, je vais toucher 500 millions d'enfants tous les jours. Je suis à 340 millions. Il me manque encore 160 millions. Mais je crois que ça, c'est très important. Quel est mon modèle? Voilà, je réalise éventuellement un jour ce rêve de toucher tous les jours avec mes fables 500 millions d'enfants. C'est pour ça qu'avec la Chine, j'ai fait l'accord d'écrire 365 fables, pour une journée, chaque journée une. Et bien entendu, dans ce cas-là, je touche heureusement. Au début, j'avais dit aux Chinois, mais merci beaucoup, c'est un grand cadeau. Voilà, aujourd'hui, nous préparons toute animation avec les fables, la musique avec les fables, les jouets avec les fables. Et bien entendu, c'est mon modèle. Je ne travaille pour mon propre modèle qu'avec ma propriété intellectuelle, et ce sont mes fables, mes écritures. Mais je vous avoue que ça me donne une très grande liberté. Parce que je fais ce que je veux, et quand on me dit non, je n'accepte pas. Merci Gunther. Question à ma droite. Oui, bonjour. Alors la première question, c'était de savoir si vous aviez amené un exemplaire de papier pierre. Charles, mon livre de fables, oui, qui est à la librairie, c'est sur papier pierre. D'accord. Ok. D'accord. L'autre question, en fait, en tant qu'entrepreneur, parce qu'en fait, très souvent, les projets que vous avez sont des projets quasiment au niveau national, quoi. Il faut arriver à approcher en même temps les institutions, l'État, etc. Et comment on peut vous aider? Enfin, moi, je suis au Maroc. Et je sais qu'on a de la poussière, qu'on a des mines, on a des trucs comme ça, mais l'étape d'après, elle est comment? Elle ressemble à quoi? Je l'appelle fédérer les intérêts. C'est-à-dire d'avoir 5-10 personnes autour de la table, et avec les 5-10 personnes, on fait. Et pour moi, l'approche est tout à fait simple. Si vous avez un intérêt, vous savez un endroit où la poussière, je vous demande, est-ce que vous en avez 3 millions de tonnes? Voilà. Première question. Je suis très pratique, pied à terre. Si vous avez 3 millions de tonnes, envoyez-moi 1 kilo. Je fais les tests en laboratoire, ça coûte rien, hein. Ça coûte absolument rien, seulement l'envoi. Je fais des tests en laboratoire. Si mon labo me dit, oui, c'est possible de faire, je vous demande de m'envoyer un container et je fais de papier avec. Alors vous recevez, alors ça vous payez. Vous recevez 20 tonnes de papier fait avec votre poussière. Alors à tour de ça, on va fédérer très vite les gens, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est en 3 mois. Alors, on refuse, on fait pour vous l'étude de préfaisabilité. On prend tous les détails, on est sur ordinateur. C'est-à-dire, en 48 heures, on sait faire avec les données, c'est le rendement que vous auriez. Après, il faut faire une vraie étude feasibility, bien entendu, avec tous les détails. Mais dans préfeasibility, il faut avoir un rendement connu. Alors, c'est ça. C'est ce type d'échange que notre équipe pourrait faire. C'est pas moi, hein. C'est notre équipe pourrait avoir pour réaliser ce projet-là. Et pour chaque projet, on l'approche exactement de la même manière. Très pratique. Vous voulez le LiFi à Lille, combien d'ampoules? Où? Alors voilà, il faut rechercher. Mais une fois que nous avons le nombre d'ampoules et le type de câble qui est derrière l'ampoule, on peut faire une proposition pour dire voilà, c'est autant. C'est ça ce qu'il faut. Il faut que ça soit immédiat, concret, pied sur terre, chiffres connus, transparent. Transparence, hein, c'est très important.
Alors là, c'est notre manière de fonctionner. Alors, heureux, avec le Maroc, j'étais à Marrakech, j'étais invité par le YPO dans leur congrès mondial, bon voilà. Mais il n'avance pas. Alors, s'il n'avance pas, je viens une fois, je ne reviens pas. Hein. Je ne reviens plus. C'est soit de faire ou pas. Merci Gunther. Nouvelle question fond. Oui, Marc Brousseau, club Le Louvre-Lens. Et mon job en ce moment, c'est de construire des hôpitaux innovants en Afrique. Le problème avec le Li-Fi en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de réseau de distribution de lumière. Alors comment on peut faire? Alors, vous seriez intéressé de savoir qu'on a maintenant le Li-Fi avec les LED, avec des petits panneaux solaires flexibles qui se combinent. Alors, on a les trois ensemble. Alors, dans les cas où il n'y a pas un réseau d'électricité disponible, on trouvera les moyens de le faire. C'est-à-dire que c'est toujours fédérer, agrouper différentes technologies ensemble pour pouvoir répondre. Ça veut dire dans le concret, si je viens vous voir tout à l'heure pour développer le Li-Fi à Garoua, dans l'ouest du Cameroun, où on implante un hôpital l'an prochain, c'est OK, on trouvera. Bien entendu. Ça va? Merci. Question à ma gauche, oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Volontiers. Merci. Nicolas Mathieu, APM 3 Lacs de Châtel en Suisse. Je me demandais comment on pouvait devenir partenaire de vos initiatives. Est-ce que vous avez un système de franchise? Est-ce qu'on part d'un projet concret comme le projet d'hôpital qui est là? Comment ça peut se passer? Pas de franchise. Mais projet, oui. Pour nous, c'est tout. C'est-à-dire le projet, les projets. Et c'est pour ça que notre première approche est toujours de ne pas se vexer sur un projet, mais de trouver ce portefeuille d'opportunités dans une région. Pour nous, c'est très important. Comme je dis qu'avec le LIFI, ce sont 100 villes, tac, 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 tac. Comme avec le papier pierre, c'est 4 usines, tac, 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 tac. Au même moment, on ne fait pas seulement LIFI, on ne fait pas seulement papier pierre. C'est par exemple avec votre cas, immédiatement, il y a un projet solaire qui est à côté, mais pas avec les plaques solaires photovoltaïques qu'on n'utilise que d'un côté. Nous avons là innové et on a des plaques solaires qui fonctionnent des deux côtés. Vous savez que les plaques solaires fonctionnent des deux côtés. On n'utilise qu'un côté. Qui a inventé ça? Qui s'est dit qu'on utilise la moitié du potentiel de la photovoltaïque? Je ne comprends pas. Hein. Il faut mettre une sorte de miroir derrière. Alors là, les ingénieurs me disent immédiatement, mais Gunther, tu es peut-être professeur, mais tu n'es pas ingénieur parce que ça chauffe trop. Je dis, mais ça chauffe, quand même avec ma voiture, c'est la même chose, le moteur chauffe, qu'est-ce que je fais? Il y a l'eau, hein. Alors pourquoi on ne le fait pas? Alors on me dit immédiatement, mais c'est pas possible parce que vous auriez une épaisseur de la photovoltaïque qui est trop élevée. Je dis, mais tout dépend du coût, on fait le calcul. Aujourd'hui, on a la photovoltaïque sandwich avec des microtubes d'eau là-dedans et on maintient la température de la photovoltaïque toujours à 50 degrés, température idéale. Et j'ai l'eau chaude. Alors c'est pour ça que je suis en train de réfléchir, hein, je suis en train de faire votre étude dans ma tête en vif. Je me suis dit, mais le monsieur, s'il a un hôpital, il a quand même besoin d'eau chaude, même l'eau stérilisée. Alors avec mes plaquettes solaires, pour faire le LIFI, alors en même temps, je peux vous fournir l'eau chaude. Alors là, je suis en route. Vous voyez, c'est ça enfin ce que je souhaite toujours faire, que nos équipes font tout le temps, c'est d'être dans un endroit, avoir un premier projet, immédiatement voir autres opportunités. Et c'est ça ce qui nous donne ce que j'appelle le cash flow intégré. Integrated Cash Flow Analysis. Ce n'est pas le cash flow d'un projet. Parce que si vous avez un tel projet, vous avez une rétroalimentation. Ça vous donne un effet multiplicateur. C'est quand même ce qu'on apprend dans les écoles de gestion et d'économie. On ne l'applique pas, on fait core business. Et c'est là exactement. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est avec vous de fédérer dans une région les opportunités, de les voir et après dire, et avec quoi est-ce que je commence? Soit c'est ça, soit c'est monsieur qui dit, en Afrique, Cameroun, je fais ça, et on commence. Et c'est entretisser, c'est vraiment tisser ces opportunités qui changent le territoire.
C'est là où on a un impact. C'est là où on retrouve l'argent. Vous savez, c'est ça vraiment l'opportunité. Parce que les gens voient que ce n'est pas seulement répondre à la nécessité d'avoir un hôpital. Tout d'un coup, on constate que l'hôpital est capable de fournir l'eau potable d'une région. Pour 5 000 personnes, par exemple, ou 10 000 personnes, on fait le calcul. Alors, notre but, ce n'est pas d'avoir des organisations, franchises, non. Notre but, c'est faire. Merci beaucoup. Merci. Oui, même chose, Philippe, Club de Est-ce que Béziers. vous pouvez vous mettre debout, s'il Oui, vous plaît, pour qu'il puisse- Philippe, Club de Béziers. Justement, ce qui est intéressant, c'est comment on vous contacte. Bon, là, au-delà de ça, on ne va pas venir vous voir après la réunion tous. Donc, quelle est l'organisation derrière vous? Vous parlez d'équipe. Et de comment on vous contacte, comment on propose un projet, de façon à ce que ça puisse avancer vite. Donc, c'est qui l'équipe derrière vous? Alors, le directeur général de la fondation à Bruxelles est avec moi, Charles Van der Hagen. Charles, debout. Bah, il fait l'air vieux, hein. C'est un grand-père avec une mission. Alors, Charles est une des personnes. Quand même, nous avons 34 organisations dans le monde entier. Je suis malheureusement un peu la plaque tournante qui fait fonctionner tout, mais nous sommes très engagés de distribuer. Nous sommes très nouveaux en Europe. Hein. C'est ma première conférence, grande conférence que je fais en France. J'ai vécu caché en Europe. C'est-à-dire que parce que je ne trouvais pas, je suis très enthousiasmé avec les réunions avec vous APM parce que je n'ai jamais rencontré cet enthousiasme. Vous êtes enthousiaste. Alors c'est quand même incroyable. En général, les gens disent c'est pas possible, c'est difficile, la réglementation, on ne peut pas faire. Il n'y a personne. En 2 jours, il n'y a personne qui dit la réglementation ne permet pas de faire ce que vous faites. Vous savez, c'est incroyable. J'ai une petite règle dans les réunions qu'on fait. Personne ne peut dire « but », mais personne ne peut dire « pas possible ». C'est interdit. En plus, on interdit l'usage du Excel. Spreadsheet Excel, interdit. On ne fait pas. Pourquoi ? Parce que c'est systémique. Avec l'Excel, je ne peux pas faire toute cette intégration systémique de ce qu'on parle. Alors, éliminons. Nouvelle question, oui. Avec le micro, merci. Bonjour, Bernard de Bruxelles. Pourquoi vous n'êtes pas président de l'Europe? Ou vous êtes le futur président de l'Europe, peut-être? Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas me mettre dans la politique. J'étais un jour dans la politique. Ça a pris quand même 6 mois. Après, je me suis dit, comme entrepreneur, je peux faire beaucoup plus. Je peux transformer comme entrepreneur. Je ne peux pas transformer comme homme politique. Et maintenant, je suis arrivé à une situation où il m'invite même à déjeuner. Alors c'est sympa. Mais je sais qu'en général, vous savez que... Alors, c'est entre nous. Hein. J'ai plus de 100 photos avec des présidents, des premiers ministres et des rois. Le seul souvenir que j'ai, c'est la photo. Le reste, rien n'est passé. Alors, si rien ne passe, je préfère déjeuner avec vous, hein, quand même. Et c'est ça ce qui est important. Vous savez que nous avons perdu l'art de l'action, l'art de l'initiative, l'art de faire faire. On se préoccupe toujours des risques. Toujours, c'est les risques. L'enjeu, oublions-le. Si sur un petit papier, on peut dire c'est protocole, c'est accord de Paris, c'est réduction d'énergie, c'est élimination d'eau, etc. C'est quand même clair, on va le faire. Et c'est pour ça que j'ai besoin des entrepreneurs. Et je vous avoue, en Europe, jusqu'à présent, ça a été très difficile. C'est Charles. C'est grâce à Charles que je suis revenu. C'est Charles qui m'a dit, Günther, quand même, je crois que les choses ont changé en Europe. Et c'est lui qui m'a fait revenir. C'est lui qui, grâce à lui, que je suis ici avec vous. Merci Charles. Une question à ma gauche, oui. Lille.
Lille. Isabelle de Lille. Je vous aime. Ah bah. Ah oui. Alors, je vous aime pour plusieurs choses. Déjà, le fait que vous soyez alignés, donc la tête, le cœur, voilà, c'est ce qui fait votre enthousiasme et votre joie. Je rappelle qu'enthousiasme, ça veut dire Dieu est en toi. Ce qui m'intéresse, je travaille sur j'œuvre plutôt en région Hauts-de-France pour qu'il y ait plus d'innovateurs. Parce qu'en fait, quand je vous écoute, ce que je vois, c'est que vous avez un logiciel embarqué qui n'est pas du tout le nôtre et que votre capacité en fait, d'innovateur est extrêmement importante. Et notamment, ce que j'essaye justement de transmettre à des innovateurs en Hauts-de-France, c'est la capacité d'observation, d'associer très rapidement des idées. L'observation, c'est pas observer tel qu'on voit, c'est voir différemment, apporter un autre regard. Je vois la capacité à questionner qui est énorme. Réseauter, mais pas le réseautage pour avoir des cartes, le réseautage pour explorer des idées nouvelles. Et l'expérimentation est au cœur aussi de ce que vous faites en permanence. Donc faire et fabriquer plus rapidement que tous. Et voilà, moi j'ai un rêve et j'ai une fable à vous raconter. C'est que, voilà, je travaille dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école centrale de Lille. Et je suis créatrice de possibles dans cette école. C'est-à-dire que j'essaye de créer des possibles dans cette région en mettant en place tout simplement, en disruptant tout simplement le mode pédagogique. Un modèle public où franchement, puisque moi je viens d'un modèle privé, pardon, il faudrait payer beaucoup d'argent pour finalement être formé par des gens extraordinaires, y compris comme vous. Et finalement, j'ai pris la posture inverse. Je me suis dit, ben voilà, j'ai un simple cours d'innovation. Et est-ce que je ne pourrais pas le rendre utile par rapport à tous les dirigeants d'entreprise? Excusez-moi, je suis émue. Et effectivement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cours en se disant qu'on n'élève pas les enfants tout seuls. Alors pourquoi je n'élèverais pas élever? On appelle ça non pas éduquer, mais élever. Je vous rappelle, nous sommes des élèves. Et bien pourquoi pas élever les enfants, entre guillemets, les jeunes innovateurs, ingénieurs en les sortant des classes. Et donc du coup, voilà, on est sur le terrain. Tous les ans, on va mettre 2 élèves ingénieurs par PME sur les besoins d'innovation pour que concrètement, ils appliquent ça. C'est un très gros travail de déformater et de transformer. Formater, on sait faire. Déformater, c'est plus compliqué. Voilà, le rêve que j'ai, c'est que mes élèves ingénieurs innovateurs vont partir 8 mois à l'international l'année prochaine, à partir du mois d'avril. Je voudrais qu'ils aillent changer de logiciel chez vous. Il y en a 45. C'est pas énorme. Mais par contre, avec ces 45, quand ils vont revenir, ils vont être capables d'être des innovateurs chez nous, en Hauts-de-France, certes, pendant les quelques années encore où ils vont rester, mais j'espère aussi des graines partout dans le monde et peut-être aussi, bien entendu, chez nous. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et je vais vous raconter 2 petites choses. Cette année-ci, vous avez vu hier la photo de ma fille Chido. Alors voilà, nous avons envoyé cette année-ci 45 jeunes de la Belgique, de l'école de l'OPEM, pour ceux qui sont belges. C'est un internat belge. Et alors on a envoyé 45 pendant 4 semaines pour apprendre à faire pousser des champignons sur les déchets de l'agriculture. Et en revanche, ils ont construit comme cadeau un petit immeuble. Ce sont des jeunes de 16 à 20 ans qui ont construit un immeuble pour Chido. Alors, c'est ça, c'est l'expérience sur le terrain. Parce que c'est le contact avec les orphelines. L'orphelinat que ma fille a monté, c'est de voir la réalité, mais on ne voit pas du tout le mal, on voit le positif et les gens sont là pour le faire. C'est important. Deuxième chose, on ne peut pas attendre au moment où on est obligé de déformater. C'est le prochain workshop, atelier, c'est sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec des jeunes de 3, 4, 5 ans. Il ne faut pas les déformater. Le grand avantage d'un petit enfant de 3, 4, 5 ans, c'est qu'il ne fait jamais la différence entre fantaisie et réalité. C'est énorme, hein? C'est-à-dire notre élévation, c'est qu'on sait ce que c'est fantaisie et ce que c'est réalité. Quand on est bien éduqués, on a cette capacité. Mais c'est erroné, c'est pour ça qu'il faut déformater. Alors je vous donne un cas concret. Dans toutes les écoles où nous avons nos fables,
On enseigne aux enfants à faire de l'électricité avec peau de banane et avec coque d'œuf. Voilà. Et tous à faire l'électricité. En plus, on sait faire illuminer une petite lampe LED pendant 10 secondes. Vous savez, un enfant qui a appris à utiliser banane et le coque d'un œuf, pour cet enfant, l'énergie renouvelable est bien imprégnée dans le petit cerveau. Hein. Parce que si moi, à 3 ans, je suis capable de faire, pourquoi est-ce que mes parents débattent l'énergie renouvelable, durable? Ils ne comprennent pas. C'est l'évidence même. Et je crois que c'est ça très important. Il faut revenir avec un élevage, c'est-à-dire il faut élever les enfants de telle manière que les concepts que nous croyons c'est la révolution comme la photovoltaïque n'est plus la révolution. Les jeunes se rendent compte qu'il y a d'autres révolutions que mon pauvre père ne connaît pas, et même quand même il est ingénieur. Et c'est ça ce qu'il faut dans l'éducation. Merci. Question avec le micro, voilà, oui. Merci. Oui, bonjour, Martial, Club Épinal. Alors, je suis obligé de vous dire que c'est pas possible. C'est pas possible de commander votre bouquin, votre livre sur la Blue Economy. Amazon, Fnac, c'est pas à Bordeaux. Donc, où est-ce que c'est possible? Alors, s'il y a un éditeur dans la maison, mon éditeur a fait faillite le 6 de juillet. Mon éditeur à Lyon a fait faillite, alors bon voilà, j'ai pu récupérer 30 livres qui étaient là pour vous, et là il y a une demande extrêmement folle, les livres sont aux enchères pour 200 €. Mais oui, mes livres signés sont aux enchères de 500 €, 600 € aujourd'hui, c'est fou. Alors aidez-moi, j'ai besoin d'un éditeur qui me résout ce problème immédiatement. J'ai récupéré mes droits parce qu'ils ont fait faillite. Alors, vous avez des contacts, vous me mettez en contact, vous me l'organisez, je vous envoie le manuscrit, on est d'accord. J'ai même le manuscrit prêt pour le mettre sur Kindle, surtout. Et c'est la dernière édition de mon livre. Bon voilà, tombé en faillite, qu'est-ce que je fais? Ils vont faire un plan d'affaires avec vous, Gunther, je pense. Merci, merci. Alors, nouvelle question. Bonjour, Alexandre de la PM Suisse, Rivera. Je dirige une petite entreprise qui amène les enfants dans les entreprises pour faire de l'innovation. On les prend à partir de 8 ans jusqu'à 16 ans. On les réunit par équipe et on fait des concours pour qu'ils amènent des nouvelles idées. Et en faisant ça, on s'est aperçu qu'ils révolutionnaient en fait l'intérieur même de l'entreprise dans laquelle ils intervenaient, que ce soit au niveau des produits, des services, mais aussi au niveau du management et de l'organisation. Et ça m'a convaincu, et c'est ce que j'aimerais entendre de votre part pour savoir si je suis sur la bonne voie. Ça m'a convaincu que ces jeunes-là ont besoin de sens, et moi j'ai traduit ce sens-là par entrepreneuriat social, c'est-à-dire l'entrepreneuriat tourné vers l'humanisme, tout en gardant un business model qui soit viable, mais qui soit également profitable au bien commun. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Ah oui, bien entendu. Il y a seulement une petite différence. Pour moi, je crois que tout entrepreneur doit être social pour le bien commun et pour l'écologie. Et faire une bonne affaire. C'est indispensable. Moi, je n'aime pas différencier entre le social, l'entrepreneur social et les autres, parce que ça veut dire que les autres ne sont pas sociaux. Et malheureusement, il n'y a pas mal d'affaires qui n'est pas du tout sociale. Mais comme entrepreneur, la nouvelle génération des entrepreneurs doit intégrer le tout. Alors là, il y a un travail que je fais, Charles, tu le connais bien, sur les valeurs et les vertus. Je trouve que les entrepreneurs, on ne peut pas les enseigner les plans d'affaires, l'analyse stratégique, le SWOT analysis et tout cela, paf, à côté. J'enseigne des vertus et des valeurs. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on a besoin. Mais si je mets cet enseignement, cet exposé sur vertus et valeurs dans un contexte d'opportunité, c'est pour ça que j'ai besoin de ce travail, de repérer toutes les opportunités, d'avoir ce portefeuille. Vous proposez des portefeuilles d'opportunités dans les régions. À ce moment-là,
Et c'est évident que vertu à valeur est le plus important. L'éthique au centre de nos affaires. L'éthique. Alors là, on est toujours et social, écologique. Et cette affaire, ça veut dire il faut un rendement quand même, un bon rendement. Et pour faire la transformation, je vous ai dit hier, pour faire la transformation sur un territoire, il faut que le rendement est nettement meilleur que le rendement des autres, des traditionnels. C'est ça pour la concurrence, surconcurrencer. Alors là, vertu, des vertus. Je n'entre pas dans le détail parce qu'on a repéré 18 qu'on partage, qu'on trouve dans tous les projets. Merci. Nouvelle question à droite. Oui, bonjour. Christian Junot, APM Rennes, producteur de tomates en Bretagne. Je suis très intéressé par la société Sundrop. Je crois que c'est celle que vous allez visiter. Nous étions à la base de la technologie de Sundrop. Ok, donc ce que j'en connais, parce que je les ai côtoyés à Berlin il y a 2 ans, où ils avaient reçu un prix d'innovation. Et j'étais conférencier à cet événement des tomates, le congrès mondial des tomates à Berlin. J'étais là. Tout à fait, voilà, donc j'y étais. Alors, bonjour, de vous revoir. Quel plaisir. Le plaisir est partagé, j'ai bien aimé aussi hier. Voilà. Donc, en résumé, parce que je veux dire, pour qu'on ne se méprenne pas, on est dans une région désertique très chaude, avec beaucoup de soleil, et une centrale qui centralise bien sûr le soleil et qui va dessaler l'eau de mer. C'est bien ça? Parce que moi, je fais des tomates qui ne produisent pas d'eau. Et en Bretagne, on n'a pas tellement d'eau, hein, mine de rien. Ne riez pas. On manque un peu d'eau. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de magique au-delà de cette centrale solaire? Alors, dévoilons un peu la technique et aussi le développement de ce projet. C'est un homme, Chris Patton, le scientifique anglais, que malheureusement Sundrop ne reconnaît pas trop dans leur délibération. Mais c'est M. Patton qui est un expert de la lumière. Ce qu'il faut avoir, c'est la lumière. Il faut avoir une proximité à la mer. Ouais. Dans ce cas-là, ce n'est pas la désalinisation. Ils ont un système de désalinisation comme backup dans le cas où, mais c'était l'investisseur qui l'a exigé dans ses analyses des risques, vous connaissez. Dans l'analyse des risques, il disait, mais il faut quand même investir sur 220 millions de dollars australiens investis, il y a 10 millions pour la désalinisation, et moi j'avais dit, c'est pas nécessaire. Ben voilà, ils mettent l'argent et disent que c'est nécessaire. Voilà. Alors, quel est l'avantage? C'est qu'on prend l'eau froide à 20 mètres de profondeur, et on fait couler l'eau froide sur le terrain. Et c'est ça qui cause la condensation. Alors en fin de la journée, la technologie, c'est le changement du point de condensation dans votre serre. C'est ça. C'est ça qui fait tourner tout. Mais, deuxième chose qu'ils n'ont pas expliqué lors de Sundrop prix innovation, c'est la logistique derrière. Nous avons fait une analyse de tous les camions qui arrivent à Port Augusta, sud de l'Australie, et j'y serai la semaine prochaine. Et on a fait une analyse, quel est le tonnage disponible des camions pour entrer, parce que si vous partez de Port Augusta, il n'y a rien du tout. Et c'était 17 000 tonnes. Quelle est la capacité de production de tomates? 17 000 tonnes. Ah voilà. On a pris une option en 2009 sur la totalité du tonnage disponible sur les camions. On nous a pris comme un fou. Il n'y a rien. Comment est-il possible que vous faites ça? Ah oui, maintenant tout le monde comprend. Parce que Cole, la chaîne de distribution, la seconde, a fait un accord pour acheter toutes les tomates. Pourquoi ils achètent les tomates? Parce que c'est la moitié du prix. Et pourquoi c'est la moitié du prix? Parce qu'on n'a pas de transport. Le transport, pour nous, c'est un coût marginal, parce qu'on a bouclé le contrat pour 10 ans. Alors c'est ça ce qu'on n'explique pas. Troisième chose qu'on n'explique pas. Oui, toujours, il y a des prix, hein. Alors, c'est vraiment le montage de l'affaire. Quel est vraiment le vrai montage d'affaires? Ce n'est pas les tomates. Si vous avez un terrain où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et rien ne pousse, ça vaut combien? 0. Si vous avez un terrain où poussent les tomates, vous avez de l'eau et vous avez l'électricité solaire, ça vaut combien? Vous savez, les terrains ont augmenté en valeur, facteur 60.
Facteur 60, c'est mieux que la spéculation à Bordeaux ou à Paris. Hein. Nettement mieux. Hein. Alors, c'est ça ce qui a amené KKR, qui ont co-investi. C'est ça ce qui les a amenés, parce qu'ils ont vu que c'est une opération immobilière. Ah. Vous voyez, c'est un peu cette logique-là. C'est la logistique, c'est l'énergie, c'est l'eau. Bien entendu, je vais déjeuner avec le premier de South Australia vendredi prochain. Et lui, il dit, mais donnez-moi encore 10, comme ça. Ah non, 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 pas toujours les mêmes tomates. Hein. Quand même, il faut diversifier. Voilà. Alors, 17 000 tonnes, quand même, voilà. Alors, c'est ça ce qui est important. Nous devrons toujours analyser quel est le vrai modèle d'affaires derrière qui fut le succès. C'est le succès, c'est ça. C'est la logistique, c'est la valorisation des terrains et c'est l'eau froide. Et bien entendu, le succès est tel que, bien entendu, il y a un nouveau 500 millions d'euros à la disposition pour faire 2 centres additionnels. Heureusement, pas en Australie. Le prochain sera à Portugal. C'est financé, c'est décidé. C'est l'Europe. Mais le Portugal, parce que là, la crise apparemment est un peu plus profonde que chez vous en Bretagne. Merci. Mais je crois que c'est très important. Modèle d'affaires. L'innovation, c'est pas difficile de faire un accord pour la logistique, mais on ne fait pas. Nous prenons des options sur l'achat du blé, mais pas sur le transport. On ne faisait pas. Alors maintenant, ça veut dire au terme d'innovation logistique, je suis certain qu'il y a chez vous des entrepreneurs dans la logistique. Ça change tout. Vous savez que dans toutes les bonnes idées de M. Rifkin de la logistique, il ne parle jamais de ce type d'option. Hein. Parce qu'il faut penser modèle d'affaires. Si vous ne pensez pas innovation, modèle d'affaires, et vous ne pensez que numérique, digitalisation, robotique, vous n'avez pas de modèle d'affaires. Hein. Oui, bonjour, Carole Chen-Kichun, Club Mangoustan, Île de la Réunion. Donc vous disiez tout à l'heure que vous aviez besoin d'un territoire. Moi, je vous amène mon territoire. On a l'air, le soleil, la mer, le volcan. Donc j'imagine que ça doit éveiller pas mal de... Et on a la possibilité de mettre plusieurs projets en parallèle. Donc voilà, je vous invite à l'île de la Réunion quand vous voulez. Merci beaucoup. Hôtel inclus? Encore des questions? Ici devant? Ici? Jacques? Ah, ou là. Ouais. Vous savez Merci. que nous avons fait plusieurs îles. Nous avons fait l'île El Hierro. Je vous invite encore une fois, si vous êtes sur une île, on a fait El Hierro. C'est une île extraordinaire dans les Canaries. On a transformé l'île. On a développé 11 nouvelles industries sur une île de 10 000 personnes où on nous disait que c'est impossible de monter une industrie. Avec la globalisation, il n'y a plus de futur. On a fait preuve du contraire. Mais j'aimerais bien vous dire, le point de démarrage sur l'île El Hierro, c'était les pêcheurs, la pêche. Il faut qu'on récupère là où il y a la côte, la pêche. Il faut repeupler les côtes avec des poissons. Et c'est toujours notre logique. Il faut faire renaître et régénérer ce qu'il y était. Alors, nous avons pour ça le cas concret à El Hierro. Vous allez à La Restinga, qui est le centre des pêcheurs sur l'île, et vous croyez que vous êtes dans un club med. Hein? Parce qu'en 20 ans, on a transformé totalement la base de l'économie. La base de l'économie d'une île, c'est toujours la pêche. Et en deuxième lieu, ce sont, dans le cas des îles Canaries, en deuxième lieu, ce sont les chèvres. Il faut gérer bien les chèvres. Vous savez que nous avons réussi sur l'île El Hierro que 1 litre lait de chèvre est récompensé chez l'éleveur à 2,65 €. On paye 10 fois plus que l'Union européenne avec ses subsides. Et on est concurrentiel. C'est ça ce qui est important. Alors, ce sont ces éléments, je vous invite de voir
la réalisation qu'on a pu faire sur l'île d'El Hierro pour s'y inspirer. Vous avez combien d'habitants? 800 000, ah oui. Et 30% de chômage. Alors, très bien, merci. Nouvelle question, je vous en prie. Oui, Antoine Dobrovolski, je suis du club de Normandie, voilà, à côté de Caen. J'ai une question, parce que moi j'essaie d'être pragmatique. Donc on a une idée, je prends le LiFi par exemple, il y a un business model qui est monté, enfin voilà, il y a tout un système qui est monté, mais techniquement, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse. Comment ça fonctionne? Quelle est l'organisation qui est derrière pour concrétiser une idée? Alors, dans ce cas-là, c'est une entreprise qui s'appelle OLEDCom. Quel est le problème d'OLEDCom? Qu'il n'y a pas des installateurs formés pour le faire. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, dans notre système intégré, on a des projets pour démarrer, et les premiers projets sont les projets de formation des installateurs. Vous savez que tout dépend de l'homme technique ou de la femme technique qui installe. L'installation aujourd'hui, il n'y a aucune école dans la totalité de la France qui enseigne exactement cet élément-là. Et c'est ça ce qui est notre défi. C'est notre opportunité, parce que je veux dire que tout d'un coup, dans le cas de Quimper, on s'installe sur l'île de Sein, et l'île de Sein, on va former 30 personnes en une semaine à installer le LiFi dans l'illumination publique. Alors ça veut dire que les gens se forment, installent, apprennent, et comme ça, bien entendu, on commence à avoir les installateurs électriques locaux, ceux qui font l'Internet, parce que Internet et électricité, en général, sont deux entreprises, hein, ne sont pas les mêmes. Il faut les intégrer. Alors, avec les projets, on commence à créer quand même une masse de connaissances locales qui permet de créer une entreprise locale. Parce que OLEDCom n'a pas l'ambition de contrôler tout. C'est un élément très important. C'est qu'on partage, qu'on lance, parce que c'est comme ça qu'on peut aller vite. Ouais. Mais c'est OLEDCom, et voilà, Benjamin Azoulay sera content de savoir ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que derrière chaque projet, il y a entreprise et équipe montée pour pouvoir répondre. Ah, c'est-à-dire que ça, c'est l'université de Versailles, il y a 30 chercheurs. L'université de Versailles, il y a 30 personnes, hein, 30 personnes à temps complet. Alors là, il y a cette petite équipe. Je m'imagine que d'ici 10 ans, ce sont 3000 personnes, hein, mais aujourd'hui, c'est 30 personnes. Mais une fois qu'on partage l'idée, une fois que les applications sont beaucoup plus claires, nous imaginons qu'il y a aujourd'hui, nous imaginons plus de 100 business différents autour du plateforme LiFi. Alors là, c'est ça ce que j'en cherche. Alors on le sait déjà, on le connaît déjà, on a déjà analysé. On sait très bien, par exemple, dans les supermarchés, on va complètement changer la logique de l'achat. J'étais avec Philippe Junot. Vous connaissez l'homme qui a 80 shopping en France. Alors là, le LiFi dit, comment était-il possible que les gens de l'Internet et la lumière ne m'ont jamais parlé de ça? Comment est-il possible qu'ils me l'ont caché? Je dis certainement, ils l'ont caché parce qu'ils veulent vendre des routeurs Cisco. Et on élimine les routeurs Cisco. Si vous avez un contrat avec Cisco, vous ne voulez pas perdre votre contrat avec Cisco, parce que Cisco, sont forts, hein. Alors c'est un peu dans ce domaine-là qu'on travaille. Mais avec chaque projet, si vous avez l'intérêt, je vous mets en contact. Une question au fond. Oui, j'ai Jean-Luc Huilin, Club Maurice, île Maurice. Donc je voulais rebondir sur la proposition de notre collègue de La Réunion pour vous dire que vous êtes aussi invité à l'île Maurice. Et ce qui présente pas mal d'intérêt, parce qu'il y a certains projets pour lesquels Maurice ou La Réunion n'a pas de masse critique, notamment dans l'économie circulaire, dans le recyclage. En revanche, si les deux se mettent ensemble, comme elles ne sont pas très loin, ça permet de penser à des activités industrielles. Voilà. Et nous avons des hôtels à l'île Maurice et à La Réunion, donc vous êtes invités. Voilà. Merci. Merci. Juste pour compléter par rapport à ce que tu viens de dire sur les ressources, tu as évoqué hier, c'est pour ça que je me permets de te poser la question, ton réseau de scientifiques. Est-ce que tu peux en parler? Oui, je peux. C'est-à-dire que un de nos grandes forces,
c'est d'avoir eu le grand cadeau de la vie d'établir ce réseau de scientifiques. Il faut quand même que j'explique pourquoi les scientifiques se sont associés avec nous. Au début, j'étais en 1994, j'étais invité par le gouvernement japonais et les Nations Unies d'animer un groupe de réflexion des scientifiques à Tokyo pour préparer COP3, le protocole de Kyoto. Alors j'ai fait COP 1, COP 2, COP 3 et plus de COP. C'est-à-dire que j'avais au début 82 scientifiques japonais à ma disposition pour qu'ils m'aident à m'imaginer les modèles d'affaires avec une base scientifique. La base de tout pour nous, ce sont avant tout les sciences. Il faut avoir des scientifiques. Et fur et à mesure des projets qui se sont réalisés, aujourd'hui, j'ai plus ou moins 3000 chercheurs du monde entier. Et après 25 ans, je les connais, et on a fait des choses ensemble, et on a maintenu un bon contact. Maintenant, ce sont les professeurs, ce sont les élèves des professeurs qui reprennent, et c'est un peu cette dynamique-là qui nous offre quand même un accès extraordinaire. Et bien entendu, on me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que nous avons des projets originaux. Ça veut dire que ce sont des données de première main. Alors, des données de première main pour des doctorats, ce sont des vrais doctorats. Hein. Ce n'est pas l'analyse de la littérature, comme la majorité des doctorats sont obligés de faire. Pour nous, c'est l'analyse des données. Et alors là, par exemple, sur les microalgues, hier j'ai parlé des programmes d'algues, on a quand même déjà 45 docteurs en biologie sur des algues, grâce au projet qu'on a mené avec les algues. Alors tout d'un coup, ce n'est pas mes chercheurs, mais le réseau de nos chercheurs est parmi les 3 le plus importants du monde sur les algues. Et c'est ça c'est vraiment aujourd'hui notre force. Parce que si on me pose, si on est à Île-de-Réunion ou Île-Maurice et on parle des algues, en 48 heures, j'ai la réponse de mes scientifiques que les algues qui sont chez vous, alors vos scientifiques me disent ce sont les algues que nous avons, mes chercheurs en 48 heures me donnent la réponse, disent voilà, ça vaut la peine de faire du gaz, oui ou non. Quel luxe! Parce que ce ne sont pas des projets, pas d'études, c'est tac-tac. Et c'est ça ce qui est vraiment la force de notre approche, c'est aussi avec les chercheurs très pragmatiques. Alors la promesse pour moi c'est toujours, s'il y a un nouveau projet qui se développe, Île-Réunion, Île-Maurice, ben voilà, immédiatement, j'engage des doctorats. Immédiatement. Alors immédiatement, l'université, vous savez, pour l'université, un candidat pour un doctorat, c'est 250 000 €. Hein. Alors pour l'UNIF, d'avoir 2 candidats doctorats, c'est 1,5 million. Hein. Vous savez que ça vaut de l'argent. Et c'est cet échange-là qui nous a rendu, je dirais, populaire auprès de ces chercheurs. Merci Gunther. Il est venu le temps de conclure. Et comme nous sommes dans une rencontre APM, dans un format un peu original, je vais vous demander de prendre juste 1 minute pour réfléchir en fait qu'est-ce que vous avez retiré, sur ce que vous avez retiré de cet atelier. Pour vous, en tant qu'hommes et femmes, ou également pour votre entreprise. Voilà. Et puis, si dans ces 3-4 minutes qui restent, 3 ou 4 d'entre vous veulent s'exprimer là-dessus, ce sera avec grand plaisir pour justement avoir ce ressenti tête et cœur, entre guillemets, par rapport à cette rencontre exceptionnelle. Bonjour, moi je suis Pascal Bérardeau de l'APM de Versailles. Je voudrais, en préambule aux réflexions que je voulais partager avec l'équipe, je voulais dire que j'avais lu parfois qu'on dit qu'il faut toujours dans une audience se sentir le moins intelligent pour vraiment profiter de la séance. Et je trouve que, tant avec Gunther mais avec tous les intervenants qu'il y a déjà eu tout à l'heure, j'ai vraiment ce sentiment-là, donc merci à tout le monde de ce point de vue. Deuxième élément, c'est une suggestion que j'avais. Alors j'ai pris quelques notes pour être sûr de ne pas me gourer sur ce que je voudrais dire. Vous évoquiez en préambule le speed and scale, d'une part, et puis la disruption, qui sont complètement liées. On a beaucoup parlé de scientifique et de science. Moi, je suis un scientifique. Mais
Et je voulais trouver l'analogie. Vous évoquiez que c'est la finance qui va de toute façon driver le truc. Et vous évoquiez la notion d'integrated cash flow. Et aujourd'hui, nos écoles de commerce apprennent aux jeunes le focus, le core business, et sûrement pas l'integrated cash flow. Donc je me demandais, c'est plus une suggestion que de vous dire il faudrait que vous le fassiez vous. Si on ne pouvait pas, comme a fait Xavier Niel il y a quelques années avec son école, pour dire moi j'ai pas de programmeur, il m'en faut. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en France, faire quelque chose du même genre? C'est-à-dire que si on attend la génération qui a 5 ans pour arriver, le speed and scale, on fera que le scale. Et nous, on ne le verra peut-être pas. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une idée qui est que je voudrais partager avec tous ceux qui ont envie de me rejoindre sur un projet pareil, qui est de monter une école de commerce qui soit focus sur l'integrated cash flow et la logique effectivement globale, plutôt que tout ce qui est enseigné à nos jeunes aujourd'hui, qui est vraiment sur core business, mettez-vous des œillères et pensez pas à ce qui se passe autour de vos interfaces business. Voilà. Très très bonne suggestion. J'ai fait l'INSEAD. Je suis diplômé de l'INSEAD et je vous avoue que c'est une des seules écoles qui ne m'a jamais invité de revenir. Parce que c'est évident que je dérange. Ils sont mal à l'aise parce que je fais la preuve que la stratégie qu'ils proposent, c'est bien que si vous allez travailler chez McKinsey. Mais si vous voulez devenir entrepreneur pour le bien commun, c'est pas ce qu'il faut faire, au contraire. Alors, je suis invité dans pas mal d'écoles du monde, mais pas les business schools. Et s'il y a un intérêt de le faire, je vous suggère de le faire et je vous appuie. Ce que nous faisons entre-temps, ce sont les universités vivantes. C'est-à-dire, si vous avez l'intérêt de connaître comment on a fait la transformation d'une île comme El Hierro, passons 7 jours sur l'île et apprenons des gens qui l'ont fait. Pas de moi. J'ai fait des réflexions, mais les gens qui l'ont fait sur le terrain pendant 20 ans, il faut avoir le dialogue avec eux. Alors, avec ces personnalités, pour moi, ce sont des vrais entrepreneurs. Vous savez, sur l'île, on a 10 fois plus de densité de poissons que la moyenne de l'Espagne. 10 fois plus. Comment est-ce qu'ils ont fait? Il faut la pêche. Oui, il faut la pêche. Comment? Alors là, c'est un dialogue. Et après 3-4 heures, quand vous êtes là, avec les pêcheurs, vous avez compris. Vous n'avez plus besoin de consultants, ni McKinsey, ni Pricewaterhouse. Et c'est ça ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est de bouche à bouche, c'est le concret, c'est le pratique. Et aussi de parler comment ils ont réussi à avoir une compensation pour leurs poissons, qui est le double qu'on reçoit en Bretagne. Le double. Et les Bretons ont quand même bon poisson. Alors, c'est ça ce qui pour nous est important. Alors, unir un apprentissage, valeur, vertu, entrepreneur, avec expérience directe, avec les endroits du monde où on peut s'asseoir pendant 7 jours et apprendre des gens qui l'ont fait, je crois que c'est une combinaison idéale. Deuxième conclusion, merci. Oui, je réfléchissais, merci pour la minute. J'ai envie de prendre contact avec Charles pour qu'on parle un petit peu d'un projet très concret. En Afrique, aujourd'hui, il y a à peu près entre 500 000 et 1 million de personnes qui meurent chaque année parce que leurs reins ne fonctionnent plus et qu'on ne peut pas les dialyser. La dialyse, ça coûte en Europe 80 000 € par an et par personne. On se rend bien compte que c'est impensable de transposer ça comme ça. On arrive en Inde à la produire pour 20 000 $ par an par personne. Et il y a 2 problèmes clés pour la dialyse. Le premier, c'est le filtre de la machine qui dialyse, qui est à usage unique actuellement. Et là, on travaille depuis 2 ans, on a trouvé des solutions pour le réutiliser. On divise le coût du filtre par 20. L'autre problème, c'est l'eau pure, l'eau extrêmement pure. Petit système solaire, là, avec les tubes qui passent à travers, m'a l'air bigrement intéressant. Alors, comme on a une demande très très concrète aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans une ville qui est au nord d'Abidjan, ça serait intéressant de le mettre au point et de proposer la dialyse à un prix qui soit acceptable, ce que les gens peuvent payer, parce qu'on a réglé ces 2 problèmes-là,
En même temps, on produit de l'électricité, du Li-Fi sur place et peut-être une petite opération immobilière. Donc il faut qu'on se parle. Merci. Merci. Je crois que vous devriez avoir un dialogue avec Lane Zevenbergen, le PDG de l'entreprise Solarus, et nous sommes en Afrique. Pour moi, c'est une des conditions de l'assistance qu'on a prêtée durant 7 ans, c'est qu'il s'installe en Afrique. Alors on a les premiers projets à Cape Town pour faire la preuve que la technologie est assez simple et avec très peu de maintenance afin qu'on puisse le développer, le localiser en Afrique. On ne peut pas arriver avec des choses complexes. Ça doit être simple. Ce qu'on a besoin, c'est de la simplicité. La vraie innovation qu'on cherche, c'est la simplicité. Et alors là, je crois qu'avec notre ami Lane Zevenbergen, Charles peut l'organiser, un dialogue sur ce problème, qu'ils comprennent, c'est vraiment l'enjeu. Mais j'ai un deuxième dialogue, c'est avec un Suédois qui est membre de notre comité scientifique, qui s'appelle Kurt Hallberg. On fait le nettoyage aujourd'hui de l'eau sans filtrage avec un tourbillon. Ce système est mis sur point. On le fait pour l'eau potable, on peut même dessaliner l'eau seulement avec un tourbillon. On n'a plus besoin de filtre. Et c'est exactement un de nos grands défis. Vous vous rappelez que je vous avais dit substituer quelque chose avec rien du tout. Alors, on élimine les filtres. Pour nous, c'est le problème dans tant de technologies aujourd'hui qu'on a besoin d'un filtre. Et si moi je suis le vendeur du filtre et le filtre ne peut s'utiliser qu'une fois, quelle bonne affaire! Alors là, non, il faut remplacer. Alors je crois que vous auriez le grand intérêt d'avoir le dialogue avec ceux qui font le tourbillon, parce que nous sommes capables de faire un tourbillon qui élimine même des bactéries très spécifiques, et c'est la mathématique appliquée et fascinante. Ce surtout à quoi je t'invitais, c'est aux applications dans le domaine de la santé pour des milliards de personnes. Il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi la santé. Je ne sais pas si mon sac est encore là, oui. Mon sac noir. Il est là. Ça vous dérange de me l'amener? J'ai le filtre sans filtre avec moi. On vient de me donner prototype en Suisse. J'étais à Zermatt et j'ai rencontré les experts qui font fabriquer le filtre. C'est un filtre qui a une durée de 100 années. Désolé, le filtre n'est pas là, les bagages sont déjà partis au Canada. Ah, alors oui. Bah voilà. Et ça signe. Je vous le voilà, je le montre le prochain atelier, je montre le petit filtre, et c'est ça ce qu'il faut. C'est vraiment de penser hors de la boîte noire, et on dit on va avoir le même résultat sans filtre. Mais on a filtré. Merci beaucoup Gunther, le temps passe et nous devons nous rendre au prochain atelier qui est dans un autre lieu. Merci. Merci. Merci beaucoup.